souvent aussi les fonds pour que les Autochtones ont pour faire valoir leurs revendications, ça vient du budget du gouvernement fédéral, c'est comme bon, on essaie de combattre le feu, de combattre avec l'argent de notre ennemi, c'est comme notre ennemi en tout cas. J'exagère un peu, là, mais vous voyez un peu la dynamique de toutes sortes de conflits d'intérêts. Puis tu sais, c'est ça, il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui politiques et culturelles pour les Autochtones. On le voit, il y a des artistes autochtones qui émergent beaucoup. Les Autochtones se représentent eux-mêmes beaucoup plus dans la sphère publique qu'ils le faisaient avant. Mais est-ce que ça change beaucoup de choses sur le plan politique? Je ne sais pas. La réalité concrète sur le terrain au jour le jour, c'est dur à dire. Tantôt quand tu parlais du grand maître Caribou, est-ce qu'ils ont une vision finalement du maître qui est sexué, qui est anthropomorphique? Parce qu'il y a plein de versions, hein, mais souvent ils vont le représenter comme un espèce de mi-homme, mi-caribou, un peu comme un centaure caribou. Mais ils vont aussi dire qu'il est comme en 3 parties, il y a comme 3 incarnations, là, je ne les connais pas toutes. Là. Mais souvent ils disent que c'est 3 frères, c'est comme 3 frères. Mais ça ne veut pas dire que c'est relié à un sexe, mais c'est comme les relations entre 3 frères. Autrement dit, tu as un aîné, le frère du milieu, puis le frère, le cadet. Là. Donc ils ont comme une relation ensemble comme 3 frères. Mais je ne sais pas s'ils disent 3 frères comme des relations de parenté, 3 frères comme au niveau du sexe, du genre. Ça sera creusé. Oui, puis quand tu me dis 3 frères aussi, je pense aussi à la Trinité chrétienne. Est-ce qu'il y a encore une fois une influence? C'est une influence de la religion, c'était là avant. Je sais pas. Ça serait intéressant à savoir. Alors, j'ai beaucoup d'étudiants ici en technique policière. Moi, je souhaiterais savoir quelles sont les conditions de base, l'accès aux services dans la communauté où tu es. Est-ce qu'ils ont l'accès à l'eau? Est-ce qu'ils ont accès à la sécurité? Concrètement, comment ça se passe? Il y a l'eau potable, ils ont leur propre usine d'eau potable. Ils ne sont pas reliés au réseau électrique, aux lignes électriques, mais ils ont une espèce de grande génératrice au diesel pour toute la communauté qui est gérée par Hydro-Québec. Là-bas, c'est la Sûreté du Québec, ils n'ont pas de corps de police autochtone. Il y a beaucoup de communautés qui ont le service de police autochtone. C'est des corps de police qui souvent c'est sous-financé, ils n'ont pas le même financement que la Sûreté du Québec. En tout cas, c'est ça qui sort des études. À part ça, c'est une communauté isolée. Là. Je sais que les policiers qui travaillent là, par exemple, ils vont travailler, ils vont faire comme le monde qui vont dans le Nord, ils vont faire de fly-in, fly-out, ils vont venir travailler 1 ou 2 semaines, une semaine de congé. Ça se promène comme ça. C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de violence dans les communautés, donc il y a beaucoup de problèmes. C'est pas nécessairement facile de s'intégrer comme policier dans ces communautés-là. C'est un défi. Je pense que la communauté de la Romaine, il y a eu beaucoup de cas où les policiers ont été montrés du doigt. Entre autres, il y a un jeune qui a été tué, un char de police l'a renversé. Puis il y en a un autre quelques années après qui s'est fait tabasser assez solide. Là. Ça a fait les manchettes. Fait que les gens sont très méfiants à cause de ces événements-là. Mais apparemment qu'il y a eu des changements. Ça, c'est parce que le chef de la communauté a fait un témoignage à la commission Lien, la commission sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Il disait qu'il y avait eu quand même une écoute au niveau de la Sûreté du Québec qui avait modifié les pratiques. Parce qu'il se rendait compte qu'avant, c'était souvent des policiers de Montréal qui ne connaissaient pas autant les réalités des régions que les Autochtones. Ils se commençaient là parce que c'était. Quand il allait là, il faisait un plus gros salaire, il y avait des avantages salariales. Mais est-ce que là, la Sûreté du Québec a changé sa politique? Ça peut juste être des policiers de la Côte-Nord ou des régions avoisinantes qui vont là. Je pense que les policiers sont peut-être plus encadrés un peu. Là.
Parce qu'il y a vraiment eu un bris de confiance entre les policiers et la communauté là, à cause de ces événements-là. Moi, c'est sûr, je suis arrivé après tout ça, puis ça semble s'être calmé. Pour donner une idée, le jeune qui est mort, qui s'est fait renverser par une voiture de police, ils ont nommé l'aréna en l'honneur de ce jeune-là. Donc, c'est vraiment présent dans leur imaginaire, pas dans leur imaginaire, mais dans leur. C'est encore présent, tout le monde en parle, que ce jeune-là s'est fait renverser par un char de police. Parce que le policier a eu une grosse enquête, ça a duré des années. Le jeune en question était suspecté de vol, finalement c'était pas lui. Puis il s'était enfui devant le policier, puis le policier le poursuivi en voiture dans une ruelle, puis l'a frappé, puis il est décédé. Puis finalement, en tout cas, ils ont trouvé le voleur après, c'était pas lui. Il en a rien à voir. Fait que c'est comme. C'est un drôle de. Ça a créé beaucoup de tension. Ouais. On a un cours justement qui est comme tout nouveau, ben pas tout nouveau, mais quand même récent du programme, c'est interaction avec des communautés culturelles ethniques. Je pense que c'est relié à des affaires comme ça, justement des affaires que les communautés ethniques ont commencé à être comme plus méfiants de la police. Plus quoi t'as dit? Méfiants de la police. Ah, sûrement ça a rapport avec ça. C'est pas juste chez les Autochtones, mais ouais, c'est sûr, c'est relié à ces incidents-là. Il y a plusieurs. Je te parle des exemples de la romaine, mais chaque communauté a ses histoires. Puis les polices autochtones aussi, c'est pas toujours la meilleure solution pour régler ces problèmes-là, parce que souvent tu arrives avec des problèmes de conflit d'intérêts, parce que les policiers autochtones, mais souvent ils vont avoir leurs cousins, ils vont avoir leurs frères qui sont dans la communauté. Puis là, s'il l'arrête, il arrête son frère, mais là sa famille va être fru contre lui. S'il ne l'arrête pas, ben là, tout le reste du monde va être fru contre lui, dans le sens. Peu importe ce qu'il fait, il ne sera jamais aimé. Puis ça fait beaucoup de problèmes quand c'est des petites communautés, qu'il y a des petits serrés, dans le sens qu'il y a beaucoup de liens parentés. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de policiers qui arrivent dans les communautés autochtones qui ne connaissent pas la réalité, qui ne connaissent pas l'histoire de ces peuples-là, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Souvent, c'est des jeunes policiers aussi. J'en ai vu plusieurs au cégep du monde en technique policière qui sont allés travailler dans des corps de police autochtones ou dans des communautés autochtones parce que c'est des emplois que souvent les gens ne font pas longtemps, fait qu'il y a un haut taux de roulement, fait que c'est facile de se placer là quand tu es en début de carrière. Puis les gens souvent sont pas préparés mentalement à ça. C'est des communautés que tu es plus. Par rapport au nombre d'habitants, il y a beaucoup plus de violence, beaucoup plus de problèmes. Puis en plus, c'est des gens souvent qui ne parleront pas en même langue que toi. C'est sûr que faire une intervention en tant que policier dans ce cadre-là, c'est une autre paire de manches. Je pense que tu n'as pas le choix d'avoir. Idéalement, il faudrait que tu aies une formation plus poussée sur l'endose que tu vas. Ça, c'est pas nécessairement à l'école de te le donner, mais au service de police en tout cas. Mais c'est ça, c'est compliqué parce que t'as plein de monde qui parle pas la langue, qui parle pas français ou qui parle français imparfaitement. Puis là, déjà, c'est dur au niveau de la communication. Alors, je souhaiterais quand même t'entendre sur une question qui me tient à cœur. Tu es dans le domaine, tu fais des recherches et tu as un projet de thèse de doctorat là-dessus. Selon le point de vue qui est le tien, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quelle perspective on peut s'engager pour faire reculer les préjugés qui existent tant et qui sont très enracinés? Je pense que c'est surtout qu'il faut apprendre à connaître ça. C'est facile d'entendre dire quelque chose et de prendre ça pour une réalité absolue. Souvent, le stéréotype majeur qu'on entend le plus, c'est que les Autochtones ils boivent beaucoup, mais c'est dans leur gène. Il n'y a aucune étude au monde qui dit qu'ils ont un gène spécial qui font qu'ils ont un rapport particulier avec l'alcool. Les abus d'alcool, c'est pas relié à leur gène plus qu'à des problèmes culturels, des problèmes sociaux, des problèmes de toutes sortes. C'est des comportements qu'on voit. Ces comportements d'abus d'alcool-là, on les voit partout dans le monde où il y a de la misère, où les gens vivent des situations difficiles, où il y a des problèmes sociaux.
Ben, il n'y a pas de secret, puis je pense qu'il faut surtout, c'est intéressant de s'intéresser à leur histoire de ces peuples-là, de savoir d'où ils viennent, comprendre à travers de quoi ils ont passé, pour en arriver où ils en sont aujourd'hui, c'est quoi leurs aspirations aussi. Ça, je pense que c'est une bonne façon de briser les stéréotypes. Je sais pas, je pense que ça passe par l'information, puis c'est comme n'importe quel stéréotype, faut pas prendre tout pour des réalités absolues. On entend dans la rue. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la classe? Alors, sur ce, nous allons applaudir une fois de plus. Alors, pour ceux qui veulent continuer en aparté une discussion avec Émile, vous pouvez